Allez, cette question à présent, est-ce que les banques centrales sont censées toujours nous inonder, en tout cas inonder les marchés de liquidités? Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. On sait que pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Parce qu'il y avait cette crainte du chaos financier, de l'effondrement du système financier. Il y avait cette crainte d'une fermeture, encore une fois, de non-accès au crédit, au refinancement pour les entreprises, notamment cotées. Il y avait cette crainte de faillite d'entreprise derrière possiblement. Et donc on sait que voilà, les banques centrales ont ouvert à fond les robinets à liquidité, les robinets monétaires. Mais ces craintes-là, maintenant, elles s'estompent, non? Et donc on se dit, et vous en particulier, que rien ne justifie aujourd'hui, que les raisons qui poussaient, qui justifiaient leur action d'hier, ne se posent plus aujourd'hui? Ou en tout cas avec moins d'acuité? En tout cas, certainement avec moins d'acuité, effectivement, et notamment au regard des attentes des économistes, des attentes des marchés, qui sont quand même celles d'une victoire par rapport à cette pandémie, d'un retour encore incertain, mais à la vie économique normale, à un certain rattrapage. Et puis, il se passe des choses sur les fondamentaux. Enfin, il y a deux éléments essentiels. La première chose, c'est que les banques centrales, pendant 10 ans, ont été seules à la manœuvre. Les États n'étaient pas au rendez-vous et donc effectivement elles ont dû mener des politiques extrêmement accommodantes pour compenser cette absence des États. Pendant des années, la plupart des économistes ont dit il faut que les États participent à cet effort de relance. C'est enfin le cas, on le voit avec la gestion de cette crise. Donc à partir du moment où les États reviennent à la charge et massivement, effectivement se pose la question de l'équilibre d'ensemble et les banques centrales, a priori, n'ont plus à jouer un rôle aussi important. Deuxième élément, effectivement, des changements en termes d'environnement économique international et particulièrement en termes d'inflation. Alors pour l'instant, je ne vais pas vous suggérer que l'inflation fasse un grand retour. Non, mais conjoncturellement, parce que... Ouais. Conjoncturellement déjà, on a un changement au niveau de la formation des prix avec un retour de l'inflation du prix des biens manufacturés. C'est-à-dire cette partie de l'économie dans laquelle on a eu de la déflation chronique liée notamment à la globalisation, à la mondialisation, à la compétition internationale, qui aujourd'hui est en train de céder du terrain. Pourquoi ? Sans doute que la politique protectionniste de Donald Trump produit ses effets. On a augmenté les tarifs, ça augmente les prix, mais jusqu'à récemment, ces hausses de prix ne passaient pas. Aujourd'hui, elles semblent passer davantage. Pourquoi ? Parce que la demande est plus au rendez-vous, les ménages consomment moins de services, ils ont plus d'épargne, ils ont plus les moyens d'acheter des biens et peut-être plus de moyens également d'acheter des biens de qualité. Peut-être des biens davantage produits localement. C'est le grand thème du rapatriement, de la relocalisation. Un retour de l'inflation, absolument, une inflation galopante, quoi. Non, absolument pas. Mais de fait, le gros vecteur de déflation qui a été celui qu'on a observé depuis le milieu des années 90, l'histoire elle ne date pas des 3 derniers mois, est en train de s'estomper. Aux États-Unis, vous avez une remontée des prix des biens durables qu'on n'a jamais observée depuis le milieu des années 80. Quand même quelque chose. Et donc, déjà, on a là un ferment de déflation qui cède du terrain. L'autre grand pan, et c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur cette question-là, ce sont les services dans lesquels les nouvelles technologies pressurisent les salaires et vont sans doute avoir créé beaucoup de dégâts au niveau de l'emploi, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas de raison de redouter une remontée, une envolée de l'inflation. Néanmoins, à brève échéance, vous avez ces prix industriels qui remontent, les prix des matières premières qui remontent très vite, des perspectives de rattrapage de l'activité, y compris dans le tertiaire. Donc un environnement qui n'est plus du tout le même qu'il y a un an. Exactement. Et avec un grand renfort de politiques budgétaires qui ne sont pas encore en place, qui vont se mettre en place dans les tout prochains mois et qui effectivement ne justifient plus que les banques centrales soient aussi agressives. Ajoutons à cela le risque financier, c'est-à-dire bancaire. Effectivement, il y a cette crainte de voir des faillites des entreprises, vous l'avez mentionné, c'est pas aussi clair. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Quand on interroge les entreprises françaises, par exemple, il y a un confort en termes de trésorerie qui a rarement été observé par le passé. Alors bien évidemment, on sait que l'action des États et des banques centrales est derrière tout ceci. Mais voilà, est-ce que le risque bancaire est également aussi fort ? Donc tout ceci conduit à dire... Si ces risques sont moins prégnants, ça veut dire que les banques centrales vont devoir bouger et vont devoir réduire, ça ne veut pas dire qu'elles vont réduire leur bilan, mais il va augmenter moins vite parce qu'elles vont acheter moins, elles vont continuer d'acheter des actifs mais moins. C'est ce qu'on appelle le fameux tapering. Et pour vous, donc le fait d'acheter des actifs mais d'en acheter moins, c'est devenu quelque chose d'incontournable.
Mais on se dit pas, on sent pas que c'est quelque chose de proche quand on écoute la BCE ou la Fed. On se dit qu'il n'y a rien qui laisse à penser pour l'instant que quelque chose va se passer là dans les semaines à venir. C'est tout à fait le cas, effectivement. On voit par contre le débat commencer à être posé sur la table, en particulier vu l'exubérance des marchés financiers, parce qu'il est évident que ces injections de liquidités vont quand même alimenter ce qui ressemble à bien des égards à de multiples bulles. Je ne suis pas la seule à le dire. Je pense qu'il y a déjà un inconfort à ce niveau-là. Vous avez la Banque centrale de Chine qui a commencé effectivement à resserrer un peu sa politique monétaire. La Banque centrale du Japon qui n'a pas été particulièrement regardante par rapport au risque de bulles ces dernières années et qui a acheté notamment des ETF de manière pléthorique, qui commence à s'interroger également et à être inquiète ou préoccupée, en tout cas qui fait signe, effectivement, et qui devrait assouplir un petit peu les conditions de ces interventions. Donc reste Fed et BCE, qui pour l'instant étaient très conservatrices. Disposés à le faire pour le moment. Et effectivement, mais comme toujours, quand vous voyez, vous êtes banquier central, vous savez à quel point les anticipations d'inflation des marchés sont importantes dans la définition des décisions de politique monétaire. Celles-ci sont en train de s'envoler. Aujourd'hui, la question qui va se poser, très rapidement sans doute, surtout avec l'accélération de l'inflation qui sera mécanique d'ici au printemps, des effets de base par rapport à l'an dernier, etc., c'est est-ce que les banquiers centraux occidentaux vont tenir le cap? Je pense qu'ils vont être obligés de commencer à mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Donc sortir du bois, comment? Quel message on voit de Jérôme Powell? Comment la Fed pourrait rapidement commencer un peu à changer son braquet d'épaule? Ça passe par quoi? En termes de communication, ça passe par quoi? Ça passe forcément par des petites touches très discrètes et très progressives, parce qu'effectivement, le grand risque, c'est la panique des marchés, une accélération à la hausse des taux futurs. Qui peuvent déstabiliser les marchés, on le voit encore une fois depuis quelques jours, avec cette crainte, encore une fois, quand on voit les taux à 10 ans. Le taux à 10 ans français, on est quasiment revenu à zéro. Le taux à 10 ans américain est à 1,30, rien de grave dans l'absolu. Mais on voit un mouvement quand même. Et on voit un mouvement. Ma propre prévision du mois de décembre visait du zéro légèrement supérieur à zéro en Allemagne pour la fin de cette année. Donc le mouvement est en train de se faire effectivement. Si on n'a pas à nouveau des conditions sanitaires ou autres, ou un gros accident, je ne sais pas, imprévisible, effectivement, normalement, logiquement, les taux à 10 ans américains devraient revenir dans la zone des 2%. 2% à quel horizon? 2% à la fin de l'année. Ah ouais, quand même, donc, c'est pas rien, 70 oui, BP, et j'anticipe moi-même. Alors c'est très incertain, mais je l'ai indiqué dans mon tableau de prévision, une première hausse des taux des Fed Funds au premier trimestre de l'an prochain aux États-Unis. Donc, alors tout ceci est bien évidemment très incertain. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui se passe? Les banquiers centraux, et en particulier les membres de la Fed, vont regarder l'économie, les perspectives économiques, les perspectives sanitaires. Quels sont les signaux faibles? On va voir que la Fed commence à bouger. Eh bien, ça va être, à mon avis, la première chose, c'est les prévisions de ses membres sur, ces fameux dots, sur les taux d'intérêt. Et là, on verra sans doute pas grand-chose pour cette année, mais probablement la moyenne des dots à plus long terme se réviser à la hausse. Alors, en fonction du nombre de participants qui changeront leur perspective, ça donnera un premier signal qui pourra être d'ailleurs, qui pourra surprendre et qui pourra être plus important que ce que je pourrais imaginer aujourd'hui. Mais c'est d'abord ça. Et puis, peu à peu, on va laisser passer du temps. Il y aura déjà ce premier signal, sans doute. Moi, je l'attends probablement en mars, oui. Pas discret. Mais... Et puis, derrière, si tout se passe comme prévu aujourd'hui par les économistes, et si Joe Biden met en place plan de relance, etc., eh bien, normalement, la Fed va commencer à communiquer sur le fait qu'elle va peut-être arrêter ces achats. On n'est pas au point... Pas les arrêter, les réduire. Oui, les réduire, mais oui, un programme qui visera à les arrêter à terme. Donc, les réduire progressivement. Elle osera prononcer le gros mot de tapering, qui consiste à acheter moins? Alors, elle n'osera peut-être pas dans un premier temps, mais il me semble que si les prévisions des économistes, le consensus sont à peu près vérifiées, je pense que cet été, elle sera bien obligée, effectivement, parce qu'elle sera au pied du mur. Le grand risque, c'est de ne rien faire, et dans ce cas, si on ne fait rien, c'est d'apparaître comme étant, ce qu'on qualifie, en retard sur l'inflation, donc derrière la courbe, et de laisser les taux d'intérêt à très long terme, 30 ans notamment, grimper davantage. Et ça, ce serait une note de défiance. Je pense qu'il vaudrait mieux, effectivement, que la Fed et un petit peu plus tard la BCE communiquent sur cet arrêt graduel des achats d'actifs pour maîtriser et donner l'impression qu'elles maîtrisent bien et qu'elles sont bien en ligne avec les anticipations d'inflation.
Après, on finit là-dessus, Véronique, mais réussir un tapering, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça peut déstabiliser aussi les marchés. Donc, on marche sur des œufs, là. On marche sur des œufs, mais on marchera également sur des œufs et peut-être sur une omelette si on ne fait rien. Hein. Donc, il y a effectivement ce fameux fine-tuning des banques centrales qui doit accompagner ce mouvement de révision à la hausse des anticipations et de changement de perception de l'environnement inflationniste qui est clé effectivement pour la politique dernier, ça monétaire. sera la BCE. Probablement. On en reparlera d'ici là. Merci. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David. Bye.